se retrouve aujourd'hui dimanche 18 janvier pour la vidéo escale du mois de janvier. Moi c'est Julie. Je publie 2 vidéos par mois, une vidéo bilan en fin de chaque mois pour vous présenter l'ensemble des projets tricot, couture, loisirs en tout genre que j'aurais pu me confectionner au cours du mois écoulé. Et je fais également une vidéo intermédiaire que j'appelle escale, où je vous emmène avec moi pour voir où j'en suis de mes projets que je vous avais annoncé dans la vidéo bilan, puisqu'en fin de vidéo bilan je vous dis toujours un petit peu ce que je compte faire sur le mois qui arrive, et du coup ça me permet de vous faire un petit topo en milieu de mois pour vous montrer mes progressions en tricot, en couture, et de vous raconter un petit peu mes week-ends, ce que j'ai pu faire au fil des 2 semaines écoulées. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo escale du mois de janvier. On est dimanche après-midi, il fait tout gris dehors. J'ai mis la lumière à fond dans le salon et j'espère que la qualité de la vidéo sera au rendez-vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'arrête quelques secondes pour vous présenter ce que je porte. Il s'agit d'un sweat de la marque Joli Lab, le modèle Maxine, que j'avais cousu à l'occasion d'une box. J'étais abonnée à l'époque et donc on recevait la box mystère, on ne savait pas quel patron il y allait y avoir à l'intérieur. C'était une box mensuelle. Aujourd'hui, le concept chez Joli Lab a changé. C'est un patron mystère qui sort tous les mois. Mais au tout début, ils avaient mis en place des box où à l'intérieur, il y avait tout le matériel nécessaire pour coudre le patron. Et le patron était papier. Il y avait une planche patron format A0 avec le livret explicatif et toutes les fournitures. Voilà, et donc je ne sais plus quel mois c'était, mais ça devait être en plein hiver, mois de février peut-être. On avait eu donc la box Maxine. Vous pouvez toujours retrouver le patron sur le site Joli Lab. Et donc la petite particularité de ce sweat, c'est qu'il y a des empiècements au niveau du haut qui vous permet de jouer avec les couleurs si vous voulez avoir une version un petit peu colorée. Moi j'avais choisi de le faire d'une seule et même couleur, et les manches se montent aussi d'une certaine façon, parce que vous avez des empiècements sur les manches. Donc comme toujours avec Joli Lab, ça taille toujours très très bien. Les explications de montage sont très bien expliquées, très pédagogiques, et vous avez la vidéo d'accompagnement pour monter le projet. C'est un sweat que j'avais cousu essentiellement à la surjeteuse, avec quand même un petit peu de couture parce que vous devez surpiquer les différentes coutures pour un côté esthétique. Mais j'avais fait ça en week-end chez ma sœur sur sa machine à elle, et j'avais réalisé ça en une après-midi tranquille. En même temps, elle faisait un projet couture où je l'accompagnais, donc c'était vraiment un projet plaisir et facile. Je ne sais pas sur leur site s'ils donnent un niveau de difficulté. Voilà, je regardais sur le site de Joli Lab pour vous confirmer. Effectivement, niveau de difficulté, on est à 2 pastilles, et en temps de réalisation, une seule pastille. Voilà, ça confirme ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que le patron est très accessible. Voilà pour ce que je porte. Je suis en tenue confortable, hein. Après j'ai un jogging et au pied une paire de chaussettes tricotées que je vous avais présenté de ma boîte de bas. C'était le modèle du mois d'août du Color Cuff Club de l'année 2025.
2024-2025, c'était à cheval sur les 2 années. Et voilà, donc depuis que je me suis offert la boîte de bas en fin décembre, je porte avec grand plaisir mes chaussettes. C'est parti pour la partie tricot de cette vidéo escale. Je vous avais déballé la box Friends et je vous avais parlé du modèle du châle qui se trouvait à l'intérieur de la box de Arco Iris Yarn. Il s'agit du châle Phoebe, enfin ça s'écrit Phoebe, je ne sais pas si ça se prononce comme le prénom du personnage de Friends. Du coup, je l'appelle le châle Friends, comme ça c'est plus simple, je suis sûre de ne pas me tromper. C'est un modèle de châle qui a été designé par Ars Mirabilia, que nous tricotons avec de la laine de chez Arco Iris Yarn. Donc le coloris principal, c'est celui-ci. Et ensuite, pour tricoter ce châle, nous avons 5 mini plus ou moins contrastants, puisqu'il s'agit d'un châle de forme asymétrique qui se démarre par le bas, c'est-à-dire là où il y a le plus de mailles. Et petit à petit, on diminue d'une maille tous les 2 rangs pour finir par la pointe en haut. Donc moi j'ai commencé le châle, je l'ai castonné pour le 1er janvier. J'ai terminé, il fallait commencer avec le premier mini, le violet le plus foncé. Voilà, il a été préconisé de faire en fade au départ. Donc ensuite on enchaîne avec cet autre mini d'un violet un tout petit peu plus clair. On a commencé par la bordure du châle. Voilà, c'est une bordure, pour l'instant ça roulotte un petit peu, avec de la dentelle, donc avec le violet foncé. Et ensuite, on a démarré le jacquard. D'abord avec en couleur de fond les chevaux de couleur principale et le violet foncé, et ensuite je suis passée à mi-motif sur le violet un petit peu plus clair. Voilà, donc la grille du jacquard est assez longue, il y a beaucoup de mailles par rang. C'est assez fastidieux, il faut s'accrocher puisque j'ai en tout, j'y vois pas très bien parce que c'est petit, mais j'ai en tout à peu près 40 rangs de diagrammes à faire, et donc ça dessine une forme de lune, de croissant de lune, et ensuite il y aura un petit motif comme d'épis de blé ou de fleurs de bruyère. Voilà. Donc j'ai tricoté ça pendant une bonne semaine, et puis j'en ai eu un peu marre. Je ne vous cache pas que il faut avoir sans arrêt le nez sur la grille. Et voilà, j'avais besoin de monter un projet un petit peu plus cool, surtout que samedi dernier, j'avais mon rendez-vous mensuel de tricoter. J'avais envie d'un projet où je puisse papoter, pas trop réfléchir, pas me tromper, devoir tout défaire. Donc samedi dernier, le matin, j'ai vite castonné un nouveau projet facile. Et je vous avais expliqué que je voulais faire le pull Luz pour ma fille, donc c'est ce que j'ai monté sur mes aiguilles pour aller au tricoté. Et c'est ce que j'ai tricoté toute la semaine, et je vais vous montrer ce projet-là juste après. Voilà, donc pour terminer sur la présentation du châle, voilà, c'est super sympa parce que le motif est très beau, les laines sont magnifiques, mais voilà, il faut avoir
la charge mentale disponible pour tricoter ça. Pas le faire si vous n'êtes pas dans une pièce avec une bonne lumière parce qu'il il faut bien suivre la grille. En plus, bon, c'est un jacquard aller-retour. Donc sur l'arrière, je vous montre voilà mon jacquard à l'arrière. Donc il faut essayer de ne pas laisser trop de flot entre ces mailles, pas plus de 7 mailles pour croiser les fils, pour que ça fasse un joli jacquard, parce que forcément c'est une partie qui sera visible quand on portera le châle. Voilà pour ce modèle. Donc effectivement dans les explications elle dit que le jacquard le plus compliqué est au début, mais qu'au début on est plein de bonne volonté et encore voilà, plein d'énergie pour démarrer ce projet. Elle a raison de le mettre au tout début, et plus ça va aller, plus ce sera facile, et surtout il n'y a pas que du jacquard dans le châle, puisqu'on alterne avec des points de dentelle le modèle, donc ça va aller de plus en plus facile. Mais peut-être qu'au mois de décembre, comme j'ai aussi fait un projet tricot, le col du calendrier de l'Avent qui était qu'au jacquard, j'ai peut-être un petit peu fait une overdose de jacquard pour le moment, et j'avais besoin de faire autre chose, mais je vais prendre beaucoup de plaisir à m'y remettre. Et de toute façon, je compte pas le laisser tomber, et il va avancer maintenant. Il y a peu de chances pour que j'arrive à le terminer au mois de janvier. Il va sans doute déborder sur le mois de février. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le châle Friends. Dans la box, j'ai déjà bien utilisé la bougie du chat qui tricote. Non, la bougie des 3 chats. Gourmand de chocolaté, les chocolats de Monica. Moi j'ai eu celle-ci. Voilà, et je me l'allume le soir pour regarder la télé et tricoter. Elle sent super bon. J'ai aussi utilisé la Manic pince homard le week-end dernier, et j'ai pris un bain avec les petits chats Tupu le chat qui fondent dans l'eau chaude et qui deviennent un petit peu comme du gel douche au bout d'un moment. Je pense que la pellicule plastique fond aussi, et après ça devient comme un produit lavant. Donc j'ai déjà fait fondre quelques petits chats dans mon bain. Voilà, donc on passe au projet suivant. Voilà, donc pour le deuxième projet tricot que j'ai actuellement sur mes aiguilles, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin d'un projet un petit peu zéro prise de tête. Donc j'ai démarré samedi dernier le pull Luz pour ma fille en double mohair. Je vous montre la fiche du pull Luz. Voilà, la designeuse c'est Atelier Émilie Louis. Et c'est un pull d'épaisseur DK que vous pouvez soit tricoter avec un fil DK, soit avec un mélange de fil fingering et mohair et soie, ou alors en double mohair. Moi j'avais en stock des laines de l'écheveau solidaire que j'avais bobiné à l'époque, voilà le coloris. Que j'avais bobiné à l'époque pour me faire un gilet de chez Nalé, et finalement je vous l'ai déjà dit lors des vidéos précédentes, je n'aime pas tricoter le fil de mohair. Ça passe si je le mélange avec un fil de fingering, mais le gilet en question c'était du double mohair, et du coup j'avais pas pris du tout de plaisir à le faire. Et finalement j'ai jeté mes manches. Voilà, c'était un pull qui se commençait par les manches, et j'avais cette laine qui dormait. Ça faisait bien 3-4 ans que la laine dormait. Voilà, c'est les chevaux. Celui-ci il n'est pas encore mis en cake. C'est Help Gaia, et c'est un coloris voir la vie en rose. Mélange 72% kit mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes.
J'avais acheté 5 écheveaux pour me faire le gilet. Et du coup, j'ai fait un peu l'use avec parce que je me suis dit ok, j'aime pas le double mohair, mais si c'est que du jersey, je vais, voilà, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Je vais enfin utiliser cette laine. Et puis finalement, ce rose, je sais pas, peut-être à force de le voir, mais j'avais plus trop envie de l'avoir pour moi. Je l'ai montré à ma fille qui m'a dit oui maman, moi ça me plaît, vas-y, tricote-moi un pull, ça me fait très plaisir cette couleur. Donc elle va l'avoir et il sera pour elle. Voilà, donc j'en suis, voilà, il est bien avancé. Donc c'est un pull que j'ai fait en taille, la toute première taille, puisque ma fille elle a 11 ans, c'est un tout petit gabarit et elle commence à me voler mes affaires. Alors sur elle, ça lui fait un peu une version loose, mais elle a un tour de poitrine à peu près de 70 cm, donc elle est toute menue. Et donc là, voilà, les pulls maintenant en taille XS, c'est parfait pour elle. Donc là, c'est la taille 1 du pull luse. En double mohair, il se commence par le col, donc c'est un col double, et ensuite vous enchaînez avec des raglans, donc vous montez, vous tricotez en fait les manches, le haut et le devant ensemble, et puis vous augmentez tous les deux rangs au niveau des raglans, et ensuite arrivé à un certain nombre de mailles, vous mettez les manches en attente et vous tricotez en rond le corps jusqu'à une certaine longueur, et puis vous faites vos côtes. Au niveau du numéro d'aiguille, je le tricote en 4,5 et le col et les côtes se font en aiguille 3,5. Voilà. Donc la seule différence par rapport au modèle, c'est que la designeuse préconisait de faire un montage provisoire au crochet, puisque comme c'est un col double, vous tricotez une certaine hauteur et puis ensuite vous rejoignez les deux, le bas et le haut, vous les pliez envers contre envers, et donc ça fait une jolie finition. Et donc elle préconisait un montage provisoire au crochet, mais moi pour avoir eu une mauvaise expérience sur le col en jacquard de ma sœur, j'ai préféré voir s'il existait d'autres techniques, et j'ai suivi une vidéo de Claude Tricot, qui est une personne qui fait énormément de tutos sur internet et des tutos super bien faits, et elle proposait de faire un montage provisoire sur un fil ou sur un câble. Donc vous savez, sur vos câbles, quand vous achetez des aiguilles circulaires pas fixes, donc des aiguilles amovibles, vous avez donc des câbles comme ça que vous fixez sur vos aiguilles, et donc j'ai fait mon montage provisoire sur un câble. Et ensuite, c'était hyper pratique parce que quand il a fallu tricoter ensemble pour fermer la double épaisseur, j'ai vissé mes aiguilles sur mon câble, et donc j'ai tricoté ensemble et j'ai fermé mon col double comme ça. Donc c'était une super technique présentée par Claude Tricot, et je pense qu'à l'avenir je referai cette technique parce qu'elle était vraiment très chouette. Alors il y a une petite technique, vous verrez si vous allez voir son tuto, pour le premier rang, et ensuite une fois que c'est fait, vous tricotez normalement et vous rabattez ensemble votre col double. Voilà pour le montage provisoire. Donc là j'en suis sur la première manche, toujours en aiguille 4,5. Ce sont des manches droites, et au bout d'un certain nombre de centimètres, on réduira le nombre de mailles pour que ça ait un effet manche ballon, et on terminera par un certain nombre de centimètres de côte en aiguille 3,5. Voilà pour le pull luse, il n'y a rien de plus à dire. Le modèle de Émilie Louis est très bien expliqué. Et voilà, c'est le parfait petit pull pour
regarder la télé, pour aller à un tricoter, pour le petit déjeuner le matin, pour se réveiller tranquillement et tricoter quelques rangs pour se mettre en route. On poursuit toujours avec le tricot et fin décembre, j'avais terminé tous les projets que je m'étais fixés. Il me restait quelques jours avant de commencer le mois de janvier et donc j'ai castonné un projet qui n'était pas prévu, qui était des chaussettes pour ma fille, puisque je m'étais tricoté les chaussettes avec la laine Chipgis de Lang. Excusez-moi pour la prononciation, des chaussettes, vous savez, autorayantes de Noël. Je m'étais fait ça pour moi et cette pelote, il me restait encore de la laine et allez, je me suis dit, je la termine en faisant une paire de chaussettes pour ma fille. Je me baisse pour les attraper je savais que j'en aurais pas forcément assez pour lui faire la paire complète. Donc je suis allée piocher dans les grilles de jacquard du Color Cuff Club et notamment la grille de jacquard du mois de décembre. Je vous avais mis sur Instagram quelques photos de la paire de chaussettes qui était en cours, du coup j'ai tricoté le tout premier week-end de janvier quand je suis allée voir ma famille dans le Jura. Du coup j'ai épuisé ma laine de Chipgis. Voilà, elles sont terminées et la deuxième est ici. Voilà, donc ça c'est un projet tricot qui est terminé. Donc pour ces chaussettes finalement de reste de laine, j'utilise toujours la même recette qui consiste à faire un talon après coup quand la laine est autorayante pour ne pas contrarier les rayures. Et ma fille fait une pointure 36. Donc 36, c'est une pointure, une mesure de pied de 23,6 cm. J'enlève 10 cm qui correspondent à 5 cm pour la pointe et 5 cm pour le talon. Et ensuite, j'enlève les 0,6 pour faire un tout petit peu d'aisance négative et que la chaussette tienne bien au pied. Ce qui me faisait donc 13 cm à faire après avoir mis un fil de laine contrastant au niveau de mes rayures. Voilà, que j'avais positionné, hop, au niveau de la rayure verte. Et ensuite, à partir de ce fil, parce que vous tricotez la tige tout droit, vous mettez un fil contrastant. Et ensuite, j'ai donc fait 13 cm avant de démarrer la pointe. Ensuite, vous passez avec le fil contrastant vos aiguilles, vous passez une aiguille comme ceci en bas du fil contrastant et puis ensuite vous passez une aiguille au-dessus du fil contrastant, vous retirez le fil contrastant en le coupant et vous refaites en réalité une pointe à ce niveau-là qui va devenir votre talon au niveau de la chaussette. Voilà, c'est la technique que j'ai apprise dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les chaussettes. Et voilà, et maintenant je l'ai bien adoptée. Je la trouve très facile à faire. Au début, ça n'a pas été forcément évident. Hein, les toutes premières fois, j'ai même fait un peu... La toute première chaussette que j'ai faite comme ça, je l'avais réussi. La deuxième, je pense que j'avais eu un peu trop la confiance et j'ai fait un massacre. Mes chaussettes sont parties à la poubelle, j'ai mis un coup de ciseau là où il fallait pas et du coup j'ai jamais réussi à rattraper ma bêtise. Mais ce n'est arrivé qu'une fois, je devais peut-être être fatiguée ce jour-là. Aujourd'hui ça se passe toujours très bien et je rencontre pas de difficultés. Il faut juste, je pense, être de bonne humeur, dans un bon état d'esprit au moment où on le fait, pas fatigué et tout se passe bien.
Voilà pour les chaussettes pour ma fille qui sont encore en train de sécher puisque là je les ai lavées. Par contre, elles ne passent pas sur mon bloqueur à chaussettes qui est un bloqueur à chaussettes pour taille 38. Et comme j'ai fait une circonférence plus petite pour ma fille qui a quand même, même si elle fait du 36, elle a quand même un pied qui est assez fin. Et du coup, au niveau du jacquard, ça passe pas sur mon bloqueur à chaussettes. Voilà pour ces chaussettes. Là, je suis très contente du rendu et très contente d'être allée au bout de ma laine. Voilà. Alors au niveau des projets tricot, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Sur le sujet tricot, je voulais vous présenter un dernier cadeau que j'ai eu donc le week-end du 2 janvier. Je suis montée dans le Jura pour fêter l'anniversaire de ma nièce, la fille aînée de ma soeur. On s'est retrouvés pour faire Noël, puisque pour la vraie date de Noël, j'étais dans ma belle famille. Et ma soeur m'avait mis un petit paquet sous le sapin. Voilà, j'ai eu un magnifique carnet pour terminer sur le thème de l'Écosse. Un magnifique carnet qui, à l'intérieur, il y a des anneaux. Ce qui veut dire que chaque année, une fois que l'année est écoulée, on a la possibilité de retirer les feuilles qui se trouvent à l'intérieur et de remettre des feuilles vierges pour repartir sur une nouvelle année. Donc elle m'a fait un carnet spécial tricot. Donc elle avait acheté des intercalaires pour pouvoir faire différentes parties. Et elle a acheté les fiches de chez Alice Gerfaux qui proposait donc des fiches pour organiser un carnet tricot. Donc vous retrouvez, ces fiches sont à acheter en format imprimable. Vous retrouvez ça sur son site internet. Et ensuite, vous achetez le kit, vous achetez des feuilles un peu épaisses, et puis vous mettez ça au papier imprimante, vous faites votre découpage. Alors ma soeur, elle avait acheté exprès le système pour faire les trous pour passer dans les anneaux du classeur. Voilà, et donc ensuite vous avez différentes fiches chez Alice Gerfaux. Là, par exemple, vous avez une fiche pour mettre vos achats tricot. Ensuite, on a des fiches par projet. Vous pouvez mettre le nom de votre modèle, la laine utilisée, les aiguilles, etc. Donc là, il y en a plusieurs. Vous pouvez mettre donc votre échantillon, le coût, le budget du projet, un petit peu de notes. Voilà, donc vous avez pas mal de fiches projet. Vous avez aussi des fiches toutes vierges pour que vous puissiez noter ce qui vous plaît. Ensuite, vous avez une fiche en cours pour pouvoir marquer ce que vous avez castonné, où vous en êtes. Hop. Vous avez une fiche vers moins de stash. Vous pouvez noter donc chaque mois la quantité de laine que vous avez acheté, la quantité que vous avez tricoté, et pour voir si au niveau du ratio vous avez fait rentrer plus de laine que ce que vous avez sorti. Voilà. Et là c'est pareil, vous avez une fiche vers moins d'encours avec mois par mois le nombre de projets que vous avez castonnés et le nombre de projets que vous avez réussi à terminer. Voilà, donc il y a différentes fiches. Vous avez une fiche aussi achat avec la marque, le métrage, le projet qui est prévu avec. Vous avez une fiche Make 9 si vous souhaitez faire votre Make 9 pour l'année à venir.
Voilà, donc là je me suis organisée avec mes petits intercalaires. J'ai commencé à le remplir. Donc la dernière fois j'avais démarré mon petit carnet. Je vous avais montré, j'avais eu aussi un carnet dans mon calendrier de l'Avent, donc j'avais commencé aussi à le compléter. Du coup, je vais le conserver celui-ci pour la couture et celui-ci ce sera pour le tricot. Comme ça, j'aurai pas démarré ce carnet pour rien et je vais continuer à m'en servir. En tout cas, je trouvais l'idée très très sympa, l'objet est très beau. Et puis surtout, ça vous permet chaque année de repartir sur un nouveau carnet à réécrire complètement pour l'année à venir. Encore merci pour ce beau cadeau inattendu qui a bien finalisé le calendrier de l'Avent. Je suis très très contente. Et ma sœur aussi s'est fait plaisir et s'est acheté le même, et ma maman s'est aussi offert le même carnet quand elle l'a vu, elle a craqué et elle se l'est également acheté. Je vous mettrai les liens des fiches Alice Gerfaut, son site internet si vous voulez aller voir, et je vous mettrai les liens de là où j'ai acheté le carnet si ça vous fait plaisir de vous le commander sur Amazon également. Voilà pour la partie tricot, ce sera tout pour cette vidéo escale. On va pouvoir passer à présent à la partie couture. C'est mon chat qui vient de sauter de son carton, il m'a fait super peur. On a reçu une commande et je sais pas, peut-être comme tous les chats, ils adorent se mettre dans les cartons, et là d'un coup il a eu comme une peur panique et il a sauté de son carton et ça m'a fait sursauter. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la partie couture. Voilà, pour la partie couture, je vais vous présenter un projet que j'ai cousu en début d'année, donc tout début du mois de janvier. Il s'agit du pyjama Darcy de chez Jolie Lab. Hop, voilà, je vous montre le modèle, la fiche technique. C'est un peu... Voilà, là j'ai l'impression que vous voyez bien. Donc vous pouvez faire soit un pyjama manche courte, soit un pyjama manche longue, et vous pouvez y rajouter du passe-poil. Donc j'ai fait au mois de décembre le pyjama pour ma fille, c'était le modèle Budapest de chez Ikati, et je me suis fait ma version pour moi, pour qu'on ait le même pyjama. Donc voilà la chemise. Hop. Donc moi je n'ai pas mis de passe-poil pour des raisons multiples, la flemme, pas forcément de passe-poil assorti avec ce tissu, peur qu'avec ma machine, avec les épaisseurs, ça ne passe pas, donc j'ai fait au plus simple. Par contre, je l'ai mis au niveau des poches. Voilà, donc là j'ai quand même fait le passe-poil au niveau des poches. Il n'y avait pas d'arrondi, c'était assez simple à mettre à ce niveau-là. Ensuite, le tissu, ça fait très très longtemps que je l'ai, je ne sais plus du tout quelle est sa provenance. C'est un tissu chaîne et trame, coton, tout simple. J'aimais bien le côté petit carreau pour le pyjama. Le montage se fait de la même façon que le pyjama Budapest de la marque Ikati. Voilà, après avoir fait celui de ma fille, j'ai retrouvé exactement les mêmes techniques pour monter mon pyjama. Les boutons, je les avais également en stock, sans doute des boutons que j'avais chinés. Voilà, donc je suis extrêmement ravie de mon pyjama que j'adore. Ça c'est donc le haut que j'ai fait en taille 40, c'est la taille habituelle que je fais chez Ikati, et donc j'avais pas assez de tissu pour faire le pantalon
dans le même tissu. Donc là, j'ai utilisé une viscose bleue. Et j'ai fait un rappel du tissu de ma chemise au niveau de la ceinture. Donc la ceinture qui est élastiquée est avec le même tissu que la chemise et il y a des poches au niveau du pantalon. Et si je vais vous chercher les poches, elles sont donc également dans le tissu de la chemise. Voilà. Hop. Et donc sur le côté, on voit pas vraiment les poches dépassées, hein, c'est des poches qui sont prises dans la couture. Voilà, donc le pantalon est assez ample, on est très très à l'aise à l'intérieur. Moi j'ai fait une longueur plus courte que préconisée dans le patron parce que c'est une stature, je crois, 1m65 ou 1m67. Et moi je fais 1m61, donc j'ai l'habitude pour les pantalons de retirer au moins 5 cm sur les patrons. Voilà pour le pantalon. Est-ce que j'avais d'autres informations de noter lors de la couture? Taille 40, ça je vous l'ai dit. Les métrages que j'ai utilisés pour le haut sur un tissu qui était en 150 de large, j'ai coupé le haut dans seulement 130 cm de long. Et le pantalon, c'était un tissu en 140 de large. J'ai pu passer uniquement les deux jambes et du coup, je n'aurais pas pu faire la ceinture et les poches dans le même tissu. Donc avec 1 mètre, voilà, il y avait 1 mètre. 1 mètre de tissu, j'ai pu passer uniquement les deux jambes. C'était un tissu en 140. Non, et donc j'ai pas retiré 5 cm, je me suis trompée, j'ai retiré 8 cm. Voilà. Voilà pour le pantalon. Voilà, je me suis fait une petite fiche comme ça avec un petit bout de scotch où j'ai mis les morceaux de tissu, la date où je l'ai réalisé, les petites notes comme ça. Si je dois le refaire, je sais exactement le métrage qu'il me faut de tissu pour le réaliser. Voilà pour la partie couture. Je n'ai pas terminé d'autres projets couture pour le moment. Le prochain projet couture que je compte me faire, c'est la blouse Passion. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, pour changer de chez Jolie Lab, que je vous présente assez souvent dans ces vidéos parce que j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup les patrons qui le font. Autre marque de patron que j'aime beaucoup, c'est Atelier Scamit. Voilà, donc j'ai pour projet de me faire la blouse Passion en version col smoké. Vous pouvez faire le col aussi avec des plis. Du coup, moi, je voulais utiliser le ruban élastique fronceur que j'ai jamais utilisé. Donc, je suis allée à la mercerie pour acheter donc le ruban élastique fronceur. J'ai déjà regardé intégralement la vidéo de montage pour bien comprendre comment ça se pose, parce que sur la blouse, vous allez... Pardon, à l'endroit c'est mieux. Sur la blouse, vous avez à la fois le col qui est smoké, mais vous avez également la possibilité de le mettre aussi aux manches pour faire des manches smokées. Donc c'est le prochain projet couture que je vais me faire en termes de vêtements. Donc j'appréhende un petit peu, en fait j'appréhende parce que j'ai déjà réalisé cette blouse, mais je l'avais faite à l'époque avec la version pli et les plis ne tenaient pas bien droit. Je sais pas ce que j'avais fait, mais du coup ça badait un petit peu, c'était pas joli au porté et finalement c'était un petit peu un échec cette blouse. Donc là je veux la retenter avec la technique du ruban fronceur. Je vais vraiment essayer le col avant de le monter, je veux vraiment y arriver parce que j'aime le rendu final, mais a priori j'ai pas encore la bonne technique de réalisation, à voir si avec
Cette astuce du ruban fronceur, ça change tout. Donc ça, je vous tiendrai bien sûr au courant lors de la prochaine vidéo pour vous dire mon ressenti, ce qu'il en est, si j'ai réussi, etc. Pour coudre cette blouse, je ne sais pas si je la couds sur mon ancienne machine à coudre ou sur ma nouvelle machine à coudre. Voilà, donc je vous ai expliqué, je vais attraper un petit papier, voilà. Je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo que ma machine à coudre, je l'ai depuis extrêmement longtemps. C'est une Pfaff Passport 2.0 et en fait, dès qu'il y avait des épaisseurs, le moteur n'était pas assez performant et j'étais obligée d'apporter ma machine en réparation derrière. Les réparations, ça coûte cher et finalement, je me sentais un petit peu limitée dans ce que je pouvais faire avec cette machine. Elle m'a accompagnée depuis très très longtemps, hein. Ça fait bien 15 ans que j'ai cette machine. Et donc, j'ai eu envie de profiter des soldes pour aller au magasin Avon de Lyon et voir un petit peu, me faire conseiller une machine un petit peu plus performante avec un moteur un peu plus puissant. Je suis allée au magasin, Julie, la vendeuse, était en train de faire une formation à une cliente. Donc elle m'a dit, parce que je la connais un petit peu, elle m'a dit écoute Julie, vas-y, regarde un peu les machines. Et j'ai été attirée par la Juki, la Juki HZL DX5. Donc c'est pas celle, la DX7, elle a la planche, je sais plus comment on appelle ça, la rallonge. Moi la DX5 n'a pas la rallonge. Et j'étais attirée par cette version-là. Donc j'ai commencé à la tester et puis quand elle a fini sa formation, Julie m'a dit alors qu'est-ce que tu recherches? Je dis voilà, je veux une machine avec un bon moteur qui puisse passer les épaisseurs. Elle m'a dit ah bah t'es assis au bon endroit, en fait c'est la bonne machine qu'il te faut. Et du coup bah, j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Le modèle d'Expo était soldé. Je ne savais pas s'il fallait que je prenne neuf ou si je pouvais m'aventurer à prendre le modèle d'Expo. Et puis au final, je me suis laissée tenter et j'ai investi dans le modèle d'Expo. Comme ça, j'ai profité de la réduc. Et la semaine prochaine, mercredi, en fin d'après-midi, j'ai 1 heure de formation pour la prise en main de la machine. Donc je suis quand même allée chercher ma nouvelle machine, elle est à la maison. Je vous mettrai une photo de mon ancienne machine et de ma nouvelle machine côte à côte pour que vous puissiez voir un petit peu en termes de taille et de gabarit la différence. J'ai commencé à potasser le manuel d'utilisation. Au début, je me suis dit il est très volumineux parce qu'il doit y avoir toutes les langues, mais en fait non, il n'y a que le français à l'intérieur. C'est hyper volumineux, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, mais grosso modo, c'est une machine avec le pied de biche qui a un réglage automatique en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Donc si le tissu est très fin, si vous cousez des tissus comme de la viscose, des choses qui ont tendance à rentrer dans les griffes parce que c'est trop fin, là il va le savoir et il va adapter, donc ça va passer nickel. Si votre tissu il est très épais, c'est pareil, ça ne va pas ramasser derrière. Il va passer les épaisseurs aussi beaucoup plus facilement. Les boutonnières aussi ont l'air d'être hyper sophistiquées puisqu'il y a même un câble électrique qui se branche quand on fait des boutonnières. Donc pour l'instant on m'a vendu du rêve, j'en attends beaucoup de cette machine. Elle a plein d'options qui ont l'air tip top, comme le pied de biche qui se soulève et qui se rabaisse tout seul quand on pivote. Il y a le coupe-fil bien évidemment, elle va en marche arrière, elle fait les points d'arrêt au départ et les points d'arrêt à la fin toute seule. Il y a plein de points de broderie, il y a des points de matelassage, des points de patch, enfin elle a l'air vraiment d'être très performante. Moi c'est vrai que c'était surtout la question du moteur et des épaisseurs. Et puis je vais découvrir tout ça. Là j'ai déjà commencé à faire un petit peu de tests sur des morceaux de tissu, de
bobiner le fil, mettre la canette, voir un peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'au bruit, c'est la Rolls-Royce, quoi. Hein. Elle a un bruit de machine professionnelle. Donc ça fait très plaisir. Je suis extrêmement contente de cet achat. Donc je ne sais pas si je vais coudre la blouse passion avec. Ou si je commence d'abord par un projet, genre un accessoire, une trousse, une pochette, pour bien me familiariser, ou si je vais direct sur la blouse passion avec ma nouvelle machine. Affaire à suivre, je vous tiendrai bien sûr au courant et je vous ferai un retour après l'avoir utilisé plusieurs fois pour vous donner mon avis sur cette machine à coudre. Juki HZL DX5. Voilà pour la partie couture. On va passer à présent au divers. Donc pour ceux qui souhaitent arrêter la vidéo maintenant, bah, vous pouvez, puisque maintenant je vais vous parler un petit peu de mes activités annexes, activités sportives, sorties famille, projets voilà, diverses par rapport à tout ça. Et puis pour ceux qui ont envie de savoir, bah, je vous invite à rester avec moi encore quelques minutes. Et voilà, donc on enchaîne avec la partie d'hiver. Donc une partie un peu fourre-tout où je parle pas forcément que couture et tricot. Le premier sujet que je voulais mettre dans cette catégorie, c'est que du coup quand je suis allée dans le Jura pour fêter l'anniversaire et le Noël dans ma famille, ma nièce Perrine, la fille aînée de ma sœur, nous a offert ce petit gâteau. Mininou est en route et donc nous a annoncé cette super nouvelle qu'elle attendait un bébé, un petit bébé pour le mois de juin. Donc on était ravis d'apprendre cette nouvelle. Et évidemment, quand on est tricoteuse et couturière et qu'il y a un petit bébé qui arrive, ça nous donne tout de suite envie de monter plein de projets layettes, de tricoter plein de choses pour ce petit bébé qui va arriver. C'est la première fois que ma sœur va avoir une naissance au sein de ses enfants, donc elle va devenir mamie et moi grand-tante et ma maman arrière-grand-mère. Donc du coup on va lui confectionner plein de jolies choses. Alors la difficulté c'est que on ne saura pas le sexe du bébé avant la naissance, il ne souhaite pas le savoir, donc ce sera une surprise. Il va falloir qu'on s'adapte. Moi, mes enfants sont grands. Ma fille va sur ses 12 ans et mon fils va bientôt avoir 16 ans. Donc, il a fallu que je replonge dans mon stock de livres et de patrons couture que j'avais acheté lorsque j'étais enceinte de mes enfants. À l'époque, il y avait un best-seller qui était Les intemporels pour bébés. Ça me fait très bizarre de ressortir ça parce que ça me rappelle plein de souvenirs. J'avais également à l'époque acheté ce livre, Ma petite couture pour bébé, de Sandrine Citeau. Et en patron de chez Icati, j'ai le duo Cordoba et le pyjama Lisboa. Il faut que je regarde aussi parce qu'à l'époque il y avait la marque de couture C'est Dimanche. Il faut que je ressorte toutes mes vieilles archives pour bébé, pour tout ce qui est gigoteuse, tout ce qui est bavoir. Voilà, on va pouvoir ressortir tout ça et on va prendre énormément de plaisir à jouer à la poupée en attendant l'arrivée de ce petit bébé qui va être extrêmement gâté par nos soins. Ma sœur a déjà tout de suite tricoté une petite paire de chaussettes, des petits petons comment elle s'appelle je perds mes mots, une tricoteuse du Canada. Bref, ça va me revenir et sans doute que vous avez envie de me le souffler.
bon, ça revient pas, mais ça reviendra. Et donc, elle a déjà tricoté cette petite paire de chaussettes. Voilà, donc à voir par quoi je vais commencer. Je vais regarder mon stock de laine et de tissu parce que forcément la layette ça consomme pas beaucoup de laine, donc j'ai forcément des petites pelotes solitaires dans lesquelles je vais pouvoir passer des projets pour bébé et en tissu c'est pareil, il me reste sans doute des petits coupons avec des motifs enfantins qui traînent dans mon placard. Je vais regarder tout ça pour voir ce que je vais pouvoir en faire. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez avoir une partie layette que j'intégrerai dans la partie tricot et les parties couture. Forcément, ça vous donnera des idées si vous n'êtes pas concerné peut-être pour faire des cadeaux de naissance autour de vous, pourquoi pas. Voilà pour le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que pareil, hein, toujours pour le même week-end, début janvier, je suis allée donc dans ma famille et ma troisième nièce, donc ma soeur a 3 enfants, sa petite dernière qui s'appelle Juliette, elle est fan d'équitation et du coup elle m'a dit ah tata viens je t'emmène faire une balade à cheval. Donc moi je suis aussi cavalière, mais cavalière loisir, plaisir de temps en temps. J'avais fait beaucoup d'équitation avant la naissance de mes enfants. Après j'ai repris un petit peu ces 2 dernières années, j'ai monté dans un club familial où on montait une fois tous les 15 jours, on faisait des balades et un petit peu de cours. Et là cette année j'avais arrêté et donc du coup monter à cheval c'est quelque chose que je sais faire et pour me faire plaisir elle m'a dit allez viens tata, on va faire une balade à cheval. C'était tout blanc recouvert de neige, c'était super sympa. Elle m'a montré le club équestre où sa jument est en pension et du coup la propriétaire m'a gentiment prêté une de ses juments pour qu'on puisse partir en balade. Donc je vous insérerai des photos de ce chouette moment. Et du coup ce qui m'a beaucoup touchée c'est que elle m'a dit tu sais tata, les chaussettes en laine d'équitation que tu m'as tricotées, je les laisse toujours dans mes bottes, je les mets en surchaussettes, je suis trop bien dedans. Donc du coup ça fait toujours plaisir quand on offre des cadeaux et de voir que ils sont utilisés. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit une seule paire de chaussettes c'est pas assez, il faut que ça tourne. Et voilà, j'avais coupé la vidéo pour aller chercher les chevaux auxquels j'avais pensé. Du coup, je m'étais acheté 7 écheveaux pour me tricoter une paire de chaussettes d'équitation. Et finalement, comme j'ai un petit peu arrêté l'équitation et que ma nièce, elle, je sais que ça va lui faire très plaisir. Donc j'ai décidé de lui tricoter une nouvelle paire de chaussettes pour monter à cheval. Donc c'est une laine de la marque. C'est une marque. Turcs, oui c'est ça, ils sont à Istanbul, que je dise pas de bêtises. Quand vous achetiez la laine, vous aviez le patron de chaussettes pour tricoter qui allait avec. Donc je les avais faites pour Juliette je vais refaire exactement les mêmes. Elles montent assez haut exprès pour être mises avec des bottes d'équitation. Donc là les chevaux de 100 grammes il y passe puisqu'on fait pour chaque chaussette on utilise les 50 grammes de laine pour que ça monte bien haut au niveau du mollet. Donc voilà, ça va monter, ça va être castonné sur mes aiguilles prochainement parce que voilà, j'ai pensé à ça quand elle m'en a parlé et tout de suite je me suis dit allez hop, tu as cet écheveau en stock, il faut le sortir, il faut le tricoter pour les gens à qui ça fait plaisir.
Voilà dans les parties diverses. Ensuite, pour vous tenir un petit peu au courant de ma préparation physique pour le swimrun et pour la transjurassienne. Donc, depuis 2 semaines, je suis suivie par un diététicien et un coach sportif qui m'entraîne pour la préparation physique de cette course. Au mois de juin, je fais la transjurassienne qui est 25 km avec un petit peu plus de 1200 de dénivelé que j'ai déjà fait l'année dernière. Donc c'était mon challenge de l'année 2025. En 2026, mon challenge c'était de faire en binôme avec ma nièce Perrine le swimrun des cascades du Hérisson où c'est 30 km de course à pied et 5 km et demi de natation où vous alternez nage et course. Vous avez compris que je ne pourrais pas le faire avec ma nièce parce que elle viendra tout juste d'accoucher et elle pouponnera à ce moment-là et elle ne peut pas faire sa préparation physique. Du coup, quand elle m'a annoncé l'arrivée du bébé, ma soeur m'a tout de suite dit j'ai chauffé ton beau-frère pour qu'il le fasse avec toi, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir un binôme pour faire cette course. Donc j'étais contente parce que du coup mon projet pouvait toujours aboutir, d'autant que c'est Perrine qui m'avait chauffé sur ce swimrun et du coup je vais le faire avec le mari de ma soeur et ça va être super chouette. Je l'ai charrié, on va s'appeler Pépé et Mémé pour le nom de l'équipe, donc c'est très très cool parce qu'il va devenir papy et puis moi ça me dérange pas de m'appeler Mémé parce que de toute façon on va pas courir super vite, le but c'est d'y arriver, de le faire avec du plaisir et pas dans la difficulté. C'est pour ça que j'ai pris un coach sportif pour m'entraîner. Parce que je veux faire ça sérieusement et je veux me sentir bien pendant la course parce que quand même 5 km et demi de natation avec une portion avec 1700 mètres de nage, ça me faisait super peur et je ne voulais pas faire ça n'importe comment. Donc je suis cette préparation physique qui commence tranquillement mais qui est quand même difficile. Hier, je suis à nouveau allée voir ma famille dans le Jura. On a fait un trail blanc. J'avais pour objectif de ne pas dépasser un certain rythme cardiaque. On va dire que j'ai pas réussi parce que je l'ai quand même bien dépassé et du coup j'ai fait le yo-yo parce qu'il fallait que je ralentisse pour repasser en dessous. Et dès que je me remettais à courir, je redépassais. Donc c'était un petit peu difficile. J'apprends tout ce qui est endurance fondamentale. C'est des notions que je connaissais comme ça, mais là, maintenant, ça devient du sérieux. Il faut vraiment respecter et écouter les consignes. Et a priori, j'ai un bon mental d'endurante, mais mon cœur n'est pas si endurant que ça. Donc, il ne faut pas que je le fatigue trop et il faut que je prenne patience et que je consolide ce cœur pour qu'il puisse moins battre fort pendant les sorties courses. Donc c'est toutes des choses que je connaissais mais que je survolais et là maintenant il va falloir que je m'y mette de façon plus assidue pour faire en sorte que mon cœur soit moins sollicité pendant les sorties. Donc ça veut dire faire beaucoup de sorties en intensité faible pour muscler mon petit cœur. Voilà, donc je vous mettrai quelques petites photos et vidéos du trail blanc du Jura. C'était de nuit à la frontale, dans la neige, c'était dur. Je suis fatiguée aujourd'hui de ce trail parce que chaque pas était en instabilité totale dans la neige. C'était même, je sais pas comment on dit, la neige qui est toute fondante et
et du coup à chaque pas on manquait de perdre l'équilibre. Donc c'était une vigilance de tous les instants, en plus dans le noir. Donc dans le noir, forcément on voit moins arriver la difficulté du terrain devant soi, et du coup on a tendance aussi à être plus prudent dans les descentes notamment. Et pour pas se casser la figure, je me suis cassé la figure, je me suis vautrée de tout mon long sur le flanc droit. Mais voilà, il y a toujours une grande bienveillance parmi les coureurs, il y a toujours des gens qui arrivent, qui vous relèvent, qui vous demandent si tout va bien. Voilà, donc c'était super au niveau de l'organisation. Mais voilà, du coup j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir courir à un rythme où j'avais l'habitude et de devoir respecter ce rythme cardiaque. J'ai pas l'habitude, ça m'a un petit peu agacée, je dirais, parce que j'étais pas contente de moi-même. Mais bon, c'est comme ça, il faut apprendre. J'ai débriefé avec le coach depuis, et il m'a bien dit qu'il comprenait, mais qu'il fallait absolument qu'on travaille sur l'endurance fondamentale. Donc je ne sais pas si vous êtes coureur aussi, si vous avez des conseils à me donner sur le sujet. Voilà, donc il y a ce côté-là. Évidemment, je nage aussi une fois par semaine. Et maintenant j'ai intégré des séances de renforcement musculaire avec de la musculation. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner un petit peu plus de détails. N'hésitez pas à me questionner sur le sujet si ça vous intéresse. Parce que moi je débute dans tous ces sujets, que ce soit au niveau alimentation, avec les BCAA, les électrolytes, voilà, c'est toutes des choses qui sont nouvelles pour moi. Mais en même temps c'est hyper intéressant, je suis super contente de ce nouveau défi pour l'année 2026. Pour terminer avec cette partie d'hiver, je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire actuellement. Il s'agit du King of Scott. Donc c'est le tome 1, c'est un cadeau de ma sœur. Donc j'en suis au début, je suis à la page 100 sur un total d'un petit peu plus de 500, donc j'ai lu un cinquième du livre. Juste pour vous expliquer le contexte, il faut s'imaginer, donc ça c'est de nos jours au niveau de l'histoire, mais il faut s'imaginer que l'Angleterre n'a pas gagné contre l'Écosse, et que du coup l'Écosse est toujours une monarchie avec un roi. Descendant de Bonnie Prince et des Stuarts. Et du coup, c'est une histoire avec des clans, les clans des Highlands, le roi qui est en place, et une jeune fille qui est la petite fille d'un des chefs de clan, mais qui a été reniée par le chef de clan parce que la mère est partie vivre aux États-Unis, et du coup elle et sa fille ont été reniées du clan, et elle revient en Écosse pour suivre une nana qui est super forte en pâtisserie et qui est la chef des cuisines du royaume. Et du coup elle est embauchée en tant que pâtissière pour faire un petit peu ses preuves, et du coup ça va être la rencontre entre cette pâtissière et le roi, et je pense qu'il va y avoir une histoire. Donc voilà, on en est là. Donc c'est très bien écrit. Pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est une lecture qui est très plaisante. Voilà. Donc c'était sur ma lecture en cours. Un dernier livre que je voulais vous présenter, là du coup c'est pas du tout une histoire à lire, c'est un livre de cuisine. C'est Maureen Valade. C'est une nana que je suivais et que je suis toujours d'ailleurs sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle présente en termes de cuisine. Elle présentait pour se faire des lunchs sur cuisine facile, pour avoir son lunch tous les midis avec des listes de courses à petit budget.
Elle a toujours des idées recettes super sympas et donc moi ça me faisait envie sur Instagram et je reproduisais pas mal de ses recettes à la maison. Et quand elle a sorti son livre, l'année dernière, en fin d'année dernière, j'ai eu envie de passer à la FNAC et de me l'offrir. Donc c'est chose faite. Et depuis que je l'ai, depuis fin d'année dernière, même avant, j'ai dû me l'acheter au mois d'août. Le temps passe super vite. Je me le suis acheté à l'été de l'année dernière. Et depuis, je teste plein de ces recettes. J'ai vraiment fait déjà au moins déjà 40% du livre en termes de recettes et j'en suis super contente. Donc je voulais vous partager ce retour. Ce que j'aime particulièrement, alors vous avez du petit déjeuner jusqu'au dessert au niveau des recettes, mais ce que j'aime particulièrement c'est sa partie one pot. Donc c'est le principe où vous utilisez qu'une seule casserole ou poêle à l'intérieur desquelles vous allez mettre petit à petit des ingrédients et à la fin vous avez un plat complet. Nutritionnellement parlant pour la famille et vous n'aurez pas utilisé 36 000 ustensiles dans votre cuisine puisque le principe du one pot c'est vous démarrez avec un seul plat et tout se termine dans le même plat. Donc il n'y a pas de cuisson en parallèle à faire. Vous mettez vos pâtes avec une quantité d'eau, l'eau va être absorbée. Enfin voilà, donc il y a plusieurs recettes sur le même principe du one pot qui sont géniales et voilà donc si vous avez envie de renouveler un petit peu vos recettes de cuisine parce que parfois on tourne toujours un petit peu avec les mêmes et que vous hésitez sur un livre de recettes à acheter, écoutez je vous recommande celui-ci. Trop miam, rapide, bon et sain de Maureen Valade. Allez la voir déjà sur Instagram pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Et c'est une fille qui est très, très sympathique. Moi j'aime beaucoup son compte et je vous confirme que ses recettes sont très sympas et validées par mes enfants et mon mari. Voilà, donc une petite recommandation que je vous fais. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo escale pour aujourd'hui. J'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à me faire des petits retours, des petits commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu. En tous les cas, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir à la fin du mois de janvier, tout début du mois de février, pour vous faire un retour sur le bilan du mois écoulé. D'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Au revoir.